Comment se porte le marché du bois et celui de l'aluminium depuis le début de la crise tarifaire? Presque 18 mois se sont écoulés depuis l'arrivée des tarifs douaniers de Donald Trump. Les entreprises québécoises ont beaucoup de difficultés à gérer cette crise. Le marché américain devient presque intouchable pour les entreprises canadiennes. C'est l'incertitude qui nuit à l'économie beaucoup plus que les tarifs douaniers, quant à moi, parce que si les tarifs étaient fixes, il n'y avait plus de risque d'augmenter. Bien, je pense déjà là, les entreprises pourraient décider quelle est la valeur de leur produit, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on exporte, est-ce qu'on continue à travailler les Américains. En comparant les deux secteurs d'activité, on comprend que l'industrie du bois est affectée sur tous les niveaux, que ce soit les grandes, les moyennes et les petites entreprises. Pour ce qui est de l'aluminium, c'est différent. Des types comme Rio Tinto, c'est terriblement payant pour eux autres là, à l'heure actuelle. C'est les transformateurs d'aluminium, les équipementiers. Puis c'est la même procédure au niveau de la forêt. Il y en a le tiers qui pensent qu'il risque de fermer à moyen terme. L'objectif du président Trump, c'est de transférer cette production des petites et moyennes entreprises aux États-Unis. Les grandes entreprises, c'est que ça va prendre 5 ans ou 10 ans avant d'en construire une aux États-Unis. L'attaque se fait pour essayer de faire en sorte que la deuxième, troisième transformation se fasse davantage aux États-Unis qu'au Canada. Tout le secteur de la transformation de l'aluminium au Québec, puis les équipementiers, on parle de 30 000 emplois. Là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Il y a eu effectivement des efforts de diversification et ça, je pense que ces efforts-là vont se poursuivre, même si c'est un peu plus complexe, un peu plus difficile. C'est l'entrepreneur qui est dans le bois, qui a 10-12 personnes qui travaillent pour lui. Lui, il dit faire de la diversification, il n'est pas capable. I love Canada. Without us, there's no way they can survive. On ne sait pas comment se comporter avec lui. On a beau dire qu'il reste encore 2 ans et demi qu'il est là, mais la merde qu'il va avoir faite pendant 2 ans et demi de temps, là, ça va perdurer dans le temps. Selon plusieurs analystes, le Canada devrait moins dépendre des États-Unis et même que certains saluent le travail du premier ministre Carney dans la diversification des marchés. L'entrepreneur qu'on parle, qui travaille au niveau de la forêt, ou celui qui fait de la transformation au niveau de l'aluminium et tout ça, bien, ces gens-là, ils sont pris, là, tous les jours, là, ils sont comme pris à la gorge, puis on demande au gouvernement de les aider. Mais la façon que lui travaille, c'est pour donner des résultats, peut-être pas demain, mais dans les mois, les années qui vont venir. Il a un carnet d'adresses, de numéros de téléphone, de relations, qui fait en sorte qu'on l'a vu, pour l'instant, ce que l'on a perdu, on a été capable, en majorité dans les secteurs, d'aller exporter dans d'autres pays. Fort est à parier que les tarifs douaniers seront au cœur des discussions politiques des prochaines semaines, durant l'élection partielle dans Chicoutimi-Le-Fjord, mais aussi durant l'élection générale provinciale d'octobre prochain. À Saguenay, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. En ce 30 juillet, la 3e escadre de la base des forces canadiennes de Bagotville célèbre la passation de commandement entre le colonel Philippe Renison et le colonel Maxime Renaud. Natif de Jonquière, le colonel Renaud devient ainsi le premier commandant de cette escadre originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De devenir le premier commandant de la région, je suis honoré. Je prends ça humblement, par contre, mais je suis vraiment content de rester dans la région, d'être capable de servir la base et la région en même temps. J'ai jamais eu de grosses ambitions de devenir commandant de la base ou général. Moi, c'est une étape à la fois, mais dans les dernières années, j'ai commencé à y penser, puis ça devenait vraiment un objectif de carrière pour moi de devenir le commandant de la base ici. J'ai passé 2 ans à la tête de cette base, à la tête de la 3e, était un vrai plaisir et aussi un honneur. Je crois que nous avons accompli tellement de choses dans ces derniers 2 ans et c'était un vrai plaisir pour moi d'être ici. J'ai fait plusieurs positions dans ma carrière où est-ce que je gérais du changement. Donc, je pense que c'est là que je peux apporter. C'est ma capacité de gérer ce changement-là, tout en maintenant, comme j'ai dit, un petit peu une contrainte d'opération, notre capacité à défendre le pays, défendre les intérêts du Canada. C'est vraiment ça encore qui m'allume, qui me garde engagé chaque jour. Dans le contexte géopolitique actuel, les défis ne cessent de croître dans le secteur militaire. C'est pourquoi les nouvelles fonctions du colonel Renaud lui permettront de mettre en place certaines priorités dans les 2 prochaines années de son mandat. Ma première priorité demeure les opérations, être capable d'opérer, de faire notre mission journalière, que ce soit avec le NORAD, la défense du continent, ou encore expéditionnaire si on est appelé à déployer en situation de crise.
Ma deuxième priorité est la modernisation, la transition vers le prochain chasseur. Donc, vraiment, comme je disais tantôt, de maintenir la continuité d'opération tout en modernisant la base. Puis ma troisième est l'institution, de moderniser un petit peu nos processus, nos manières de faire pour passer du 20e au 21e siècle. Qu'est-ce qui demeure au centre de tout ça? C'est le personnel. Le personnel demeure notre force et notre ressource primaire dans ce qu'on fait, donc c'est vraiment prendre soin de eux. Gravir les échelons dans ce domaine n'est pas seulement une histoire militaire, mais également une histoire de famille. On est super fiers de lui. Puis c'est sûr qu'en famille, c'est un projet... En fait, c'est un projet de famille. C'est pas... parce qu'on sait tous les sacrifices que ça peut demander, aussi sur les heures de travail, sur l'adaptation avec les enfants et tout. Donc, on est bien excités. Rappelons que le colonel Maxime Renault avait déjà assuré l'intérim de cette fonction de décembre 2022 à janvier 2023, le temps de nommer un commandant permanent. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, connaissez-vous votre bleuet, ou plutôt vos bleuets? Parce qu'alors que la saison du bleuet sauvage vient tout juste d'être lancée au Québec, il y a un sondage qui a été fait qui nous apprend que 70% des Québécois ne connaissent pas ou peu les différences entre les différents types de bleuets. Et il y a aussi 42% des Québécois, dont je fais partie, qui savent juste pas qu'il y a plusieurs types de bleuets. Si on recule de quelques décennies, la cueillette sauvage, ça faisait partie intégrante de la subsistance des familles québécoises. C'était quelque chose d'important pour eux. Au Québec, localement, on est le principal producteur mondial de bleuets sauvages. C'est important que les gens sachent ça, premièrement. Puis deuxièmement, mais que c'est un fruit qui est différent pour les propriétés qu'on a nommées tout à l'heure, c'est-à-dire que le bleuet sauvage est plus petit, plus savoureux, en tout cas avec un goût plus prononcé, les propriétés nutritives qui viennent avec ces caractéristiques-là. Pour comprendre concrètement la différence entre les bleuets sauvages et les bleuets cultivés, je me suis rendu dans une épicerie, j'ai acheté des bleuets cultivés et on voit clairement la différence. Ici, j'ai un bleuet cultivé. Et ici, j'ai 2 bleuets sauvages. Donc, la différence est certes dans la grosseur, dans le goût, mais il y a aussi dans les champs que ça change parce que c'est impossible de faire pousser un plant de bleuets sauvages. Il faut absolument que ça provienne d'un cadeau de la nature. Les bleuets sauvages sont 100% indigènes. Les bleuetières sont aménagées aux endroits où les pieds sont présents à l'état naturel. Les pieds sont enracinés à l'état sauvage. Puis, on développe les bleuetières à ces endroits-là, puis les pieds, ils s'étendent par leur tige souterraine. Puis, c'est ce qui fait que les bleuetières se développent. Mais non, on ne peut pas les planter, puis on ne peut pas aller acheter des plants de bleuets sauvages puis espérer développer une production commerciale comme ici. De retour dans la bleuetière, et étant donné mon inexpérience dans la cueillette de bleuets, j'ai eu droit à un petit cours privé. Et ma professeure Yolande en a profité pour m'expliquer un peu ce que ça représentait, cette culture-là, pour elle et sa famille. Moi, j'ai pas ça en moi. Fait que je les mange puis je les apprécie. C'est ça. La technique, dans le fond, c'est que tu prends juste les têtes, doux. Tu sais, tu tires pas là. Tu vas juste faire glisser. Tu vas chercher tes bleuets. Parce que là, tu sais, il y en a qui vont avoir tendance, là, ils pognent tout, tu sais, ils arrachent. Non. En arrachant, le bleuet est tout mouillé. On cueille, on change de place. Tu sais. Il y a une histoire certaine. Puis regarde les pertrapistes, puis tout. Là, tu sais, aujourd'hui, là, oui, il y a une histoire. Les bleuets, écoute, moi, depuis que je suis chaude de même, là. On allait au bleuet, puis c'était comme ça, puis c'est pour la famille, puis on allait à l'école, puis ils nous achetaient des trucs. Vous êtes dur dans le dos, dans les genoux? C'est dur où? Oh, c'est dur partout. C'est dur partout. La saison du bleuet sauvage est donc officiellement lancée. Elle commence en force à Dolbeau-Mistassini avec le Festival du bleuet qui commence dès le 1er août prochain. À Dolbeau-Mistassini, Louis-Mathieu Corneau pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve. C'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.